merci à tous d'être venus, malgré le titre barbare, effectivement. On va parler de physique théorique ce soir. Alors, idéalement, vous pouvez me poser des questions tout du long, ça serait bien que ce soit plus une conversation. Je vais vous raconter plutôt une histoire qu'essayer de vous démontrer des choses par A plus B mathématiquement, parce que la physique théorique, c'est très basé sur les mathématiques. Donc, voilà, si vous avez des questions, ou même si ça induit une digression, n'hésitez pas. Donc, dans le titre, il y a deux concepts. Il y a les lois de la nature. Je ne vais pas parler d'universalité, c'était juste pour il y a les lois de la nature et l'inévitabilité. Les lois de la nature, on va parler en long, large et en travers. L'inévitabilité, c'est un concept un petit peu mal défini. En fait, le titre met le physicien, en tout cas moi, et je pense mes collègues aussi, mal à l'aise directement, parce que c'est des questions qui sonnent comme des questions de philosophie. Ce n'est pas des questions très bien définies. Qu'est-ce que ça veut dire inévitable? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir donc, pour le physicien, directement, on se sent un petit peu challengé par un titre comme ça. Et donc, on ne va pas faire de la philosophie ce soir, on va faire de la physique. Je vais vous raconter les choses telles qu'elles se déroulent dans notre milieu. Et par inévitable, je ne dirais pas que tout est déjà démontré, on connaît tous et voilà, c'est fini. Le fil rouge de l'exposé sera la question: si on impose quelques principes très généraux auxquels on croit et qui sont testés abondamment, des principes généraux sur les lois de la physique, la mécanique quantique et la théorie de la relativité, qu'est-ce qui reste comme liberté pour les lois physiques? Ça sera ça un petit peu le fil rouge. Les lois physiques fondamentales, donc les lois de la nature, qu'on va regarder, auxquelles on va s'intéresser. Voilà. Donc, les lois de la nature. On va parler de lois fondamentales. Il y a des lois fondamentales et des lois émergentes. Alors, la définition de fondamentale, ça dépend un peu de à quel moment on se place dans le temps. Ce sera fondamental en l'état actuel des connaissances. Donc là, j'ai mis un exemple très simple. Malheureusement, la mer est toute plate, donc je n'ai pas pu prendre une photo d'une vague ici. Malheureusement ou heureusement, parce que ce n'est pas forcément bien de se baigner non plus quand il y a des grosses vagues. L'eau, c'est un liquide tout à fait commun, qui est composé de molécules d'eau, H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et ces molécules, elles ont un comportement individuel qui est relativement simple. Quand on les met ensemble, par contre, elles décrivent un liquide, un fluide, et là, il peut y avoir il y a des lois émergentes extrêmement complexes qui apparaissent, qui décrivent le mouvement d'un fluide. C'est notamment décrit par ces équations qui s'appellent les équations de Navier-Stokes, qui sont encore aujourd'hui un problème ouvert pour les mathématiciens, qui sont des équations tellement complexes que les mathématiciens ont mis une mise à prix sur ces équations de $1 million pour quiconque sera capable de démontrer qu'il existe des solutions régulières. Voilà. Bon. Donc, mais c'est évident que l'eau est composée de molécules et d'eau, et donc il n'y a pas quelque chose de mystérieux, il n'y a pas quelque chose de magique qui se passe quand on change d'échelle, qu'on passe de l'échelle de la molécule qui compose ce verre d'eau à l'échelle de la loi émergente, c'est juste le comportement collectif. Donc vous aurez, je crois, avoir compris plusieurs exposés sur les comportements collectifs. Vous avez déjà eu les foules ou pas encore? Oui? Oui, donc vous avez déjà eu les foules, donc ça aussi, c'est un comportement émergent. Il y a les agents individuels, je ne sais pas si vous avez eu les oiseaux ou les foules ou des choses comme ça, mais... Pardon? Les poissons, voilà. Alors, les poissons, ils vont tout droit, ils suivent leur ami, puis après, ça fait des trucs pas possibles. Ça, c'est des lois émergentes. Voilà. Mais à la base, il y a aussi les lois fondamentales qui décrivent les constituants élémentaires de tout ça. Donc, pour les poissons que vous avez eus, on pourrait imaginer qu'une loi fondamentale, c'est comment le poisson aime suivre son copain, et aime tourner à droite s'il voit de la lumière, ou je ne sais pas, je ne connais pas les lois des poissons, mais voilà. Et la loi émergente, c'est les vortex qu'on voit, les poissons qui tournent, des trucs comme ça. Donc on parle de lois fondamentales ce soir. Pour l'eau, la pression, la température, la viscosité, pour les liquides, etc., ce sera des notions émergentes, qu'on peut comprendre à partir du comportement individuel des molécules qui composent le liquide. On va aller plus loin. Donc la question ambitieuse, c'est qu'on va essayer de contempler ce soir, on ne va pas y répondre évidemment, c'est quelles sont les briques élémentaires de la nature, carrément. Okay. Donc on va se demander quels sont les Legos et comment est-ce que ces Legos s'attachent qui forment les objets qu'on a autour de nous.
ce chasseur préhistorique ou ce mammouth en Lego. Est-ce que c'est clair, cette idée de fondamental, d'émergent Bon. Je vous recommande dès le début la lecture de ce livre, si ça vous intéresse, par Steven Weinberg, qui en plus d'avoir été un physicien théoricien le plus influent de tous les temps, était aussi un excellent vulgarisateur, a écrit des livres remarquables, et ce livre, entre autres, décrit un petit peu des idées dont on va discuter ce soir. Alors, reprenons élémentaire versus fondamental, élémentaire versus émergent, et on va descendre. On a parlé de la molécule d'eau, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il faut mettre des échelles, de distance, donc je vais mettre quelques chiffres sur cette diapo, mais vous inquiétez pas. Donc un cheveu humain, ça fait à peu près 0,1 mm, un dixième de millimètre. Ça, dans une unité qui s'appelle le nanomètre, ça fait 10 000 nanomètres. La molécule d'eau elle-même, elle fait 1 nanomètre, donc 10 000 fois plus petit qu'un cheveu humain. La molécule d'eau est composée d'atomes, oxygène, hydrogène. L'atome d'hydrogène lui-même fait un rayon à peu près de 1 centième de nanomètre. L'atome d'hydrogène est composé lui-même de sous-constituants, un proton, qui est donc le noyau de cet atome, et un électron qui, en un certain sens, se situe autour du proton. Et le proton, on continue, on descend, le proton est lui-même, on le sait maintenant depuis un certain nombre d'années, composé de sous-constituants qui s'appellent les quarks. J'ai oublié d'où le nom est sorti, c'était probablement une boutade ou quelque chose comme ça. Mais ces constituants, on pense maintenant, dans l'état actuel des connaissances, que ce sont des constituants élémentaires. Donc ils n'auraient pas de sous-constituants. Et le proton lui-même fait alors là un milliardième, un 10 millionième de la taille de la molécule d'eau. Donc on descend comme ça d'échelle et on voit les sous-structures qui composent la matière. Okay, on avait le verre d'eau est composé de molécules, les molécules est composées d'atomes, les atomes sont composés de sous-constituants. Donc en un sens, quand on va se poser la question de loi fondamentale, on va se poser la question de savoir comment ces sous-constituants, ces constituants élémentaires, interagissent. Quels sont-ils et comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Et donc vous voyez qu'on est en train de faire un voyage vers l'infiniment petit. Dans cette quête des lois élémentaires, on est en train de descendre en échelle. Ce voyage de l'infiniment petit va aussi nous conduire à l'infiniment grand, parce qu'il va falloir parler d'une autre loi de la nature qu'on connaît tous, qui est la plus familière en fait, qui est la gravité. Je vais revenir là-dessus plus tard. Donc, les échelles, encore une fois. On a fait un petit bout de chemin à l'instant, de à peu près là jusqu'à à peu près là, disons, pour l'instant, avec notre verre d'eau, nos vagues, à peu près ici, jusque voilà. Les chiffres que vous voyez là, la puissance, 10 puissance machin, ça veut dire le nombre de zéros qu'il y a derrière. Donc 10 puissance 0, ça veut dire un 1 avec 0, 0 derrière. C'est juste 1 mètre. 10 puissance moins 2, ça veut dire 0,01 mètre. Donc à chaque fois qu'on se déplace d'une unité, c'est pas comme une règle normale, à chaque fois qu'on se déplace d'une unité ici, on divise par 10. C'est très difficile à expliquer les échelles de l'univers, il y a des vidéos, il y a des choses, il faut arriver à s'imaginer, c'est pas possible de s'imaginer en fait parce que nos sens, notre conception, la biologie, l'évolution nous a dotés de sens qui sont efficaces pour comprendre l'environnement autour de nous, les choses assez petites, les fourmis, les choses assez grosses, les montagnes qu'il faut escalader ou je sais pas quoi, tout ce qui est beaucoup plus grand que ça ou beaucoup plus petit que ça, dans le cerveau, c'est difficile à appréhender, donc il faut le faire mathématiquement. Voilà, nous, l'échelle de nos perceptions se situe à peu près là. Donc si vous voyez qu'on est en train d'essayer de parler d'un truc qui est beaucoup, beaucoup plus grand, et en fait, ça, c'est la taille de l'univers entier, la taille de l'univers observable. Et grâce à cette petite astuce qu'on multiplie par 10, ou on divise par 10 à chaque fois qu'on se déplace comme ça, on arrive en fait à faire rentrer la taille de l'univers observable dans cette règle. Et de ce côté-là, il y a une autre échelle, qui est l'échelle la plus petite qu'on peut imaginer, parce qu'au-delà de cette échelle, on pense que l'espace-temps lui-même n'a plus de sens, donc il n'y a plus de notion de distance qui a du sens. C'est un peu abstrait comme idée, mais grosso modo, il y a une taille maximum, qui est la taille de l'univers observable, qu'on peut voir.
A priori, on pense que l'univers est infini, mais ce n'est pas établi. Et il y a une taille minimum, dont on parlera dans la deuxième partie de l'exposé. Voilà. Donc, l'infiniment petit, je vous ai parlé de la réduction jusqu'au quark, là, les sous-constituants à l'intérieur du noyau atomique. L'infiniment petit, c'est décrit par la physique des particules élémentaires. Je vous ai mis le petit zoo. Ça, c'est littéralement toutes les particules élémentaires qu'on connaît. C'est les briques élémentaires dont je vous ai parlé. La physique des particules élémentaires, c'est comment est-ce que toutes ces petites bestioles-là, il y en a, je ne sais pas combien, une quinzaine, 16, 17, voilà, qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est comment est-ce que ces objets interagissent entre eux. Donc 17, on peut penser que c'est beaucoup, c'est déjà moins que ce qu'il y en a qu'il y a d'éléments dans le tableau périodique, si vous vous souvenez de vos cours de physique il y a longtemps. On a déjà un peu moins. Ça reste encore un peu brutal. Donc les constituants du proton, c'est ces deux petits-là, quark up et down. Ils ont des noms, c'est pas important les noms. Les choses que vous connaissez là-dedans, c'est certainement le photon, qui est la particule qui compose la lumière. L'électron, probablement, ou ne serait-ce que parce que c'est la particule qui conduit l'électricité, un fil de cuivre, voilà. Vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs, parce que ça a été très médiatisé à l'époque de la découverte au CERN. Pardon ? C'est une inconnue. Alors, c'est une inconnue, c'est-à-dire, maintenant, on l'a vu. On aimerait bien comprendre ses propriétés. Mais... Il existe ? Ah, il existe, ça c'est sûr. Oui, c'est le prix Nobel de physique 2012, ça a été découvert. C'est très, très clair qu'il y a un boson de Higgs. C'est complètement établi. Ce qu'on veut comprendre, c'est quelles sont ses propriétés. C'est une particule qui reste mystérieuse pour des raisons dans lesquelles on ne va pas discuter dans le cours principal de l'exposé. On peut en parler après si vous voulez. Mais cette particule existe. C'était un achèvement de cet édifice, en fait. D'ailleurs, les particules ont été découvertes un petit peu une par une après l'autre. Celle-là, c'est celle qui a été découverte en dernier. C'était la clé de voûte de tout cet édifice. Ok, donc ça décrit ce qui se passe dans l'infiniment petit, par ici. Une petite animation. Il va y avoir des effets spéciaux. Ah oui, oui. Non, mais on va pas trop regarder. Ils ont des noms barbares. C'est pas très. Il y a un électron, un muon, un neutrino électronique, un quark top, un machin. Bon. J'entends des protestations dans la salle. Comment on a découvert cette espèce de zoo qui paraît un petit peu de la science-fiction? Comment on fait pour voir ces trucs-là qui sont tellement petits? Comment voir l'infiniment petit? Si vous avez déjà été énervé contre une imprimante, ce petit extrait de vidéo va vous plaire. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour voir l'infiniment petit. Littéralement. On casse les particules. Alors, on ne les lâche pas parce qu'on ne verra pas trop ce qui se passe. Ils ont fait une petite omelette avant, c'est un petit peu crado toute cette histoire. Ce qu'on fait dans les collisionneurs de particules, c'est littéralement ça. Donc là, vous avez une carte, une vue aérienne du Pays de Gex et d'un bout de la Suisse, du lac Léman ici. Mon éminent collègue Alexandre Giboyedov, qui travaille au CERN, qui est avec nous là maintenant, habite quelque part par là, très proche du lac. Me fait souvent rager avec ces histoires de baignade. Et donc voilà, ce qu'on voit là, c'est le CERN, les locaux principaux sont ici, à la frontière entre la France et la Suisse. Ce que vous voyez en jaune, c'est le tunnel qui passe sous terre, qui fait 27 km de circonférence. LHCb, Atlas, Alice, CMS, c'est le nom des expériences dans lesquelles on voit ce qui se passe. Et voilà un petit clip qui a été fait par Atlas, qui est une des expériences, qui montre ce qui se passe. Donc dans ces collisionneurs de particules, on envoie des faisceaux de protons les uns contre les autres et on regarde ce qui sort. Donc il faut d'abord la vidéo dure à peu près une petite minute.
ce petit point, ça représente des faisceaux de protons qu'on envoie comme ça, tchac, 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 tchac. Donc ils sont accélérés par des champs électriques, des champs magnétiques. Ils passent dans plusieurs conduits. De manière intéressante, c'était les anciens accélérateurs. SPS, c'était un ancien accélérateur. Et maintenant, ils les utilisent comme pré-accélérateur, et puis ils l'envoient dans le grand tunnel. Donc, dans le grand tunnel, ils atteignent une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière. Ça ressemble à ça dans le tunnel, les portions sont bleues. Donc voilà, ça représente un proton avec les 3 quarks à l'intérieur. Blablabla. Des effets spéciaux. Et ça, c'est un détecteur, j'imagine que c'est Atlas, puisque c'est eux qui font le film. Et donc, on a 2 faisceaux qui se... Alors là, c'était vraiment anticlimactique. C'était vrai, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé aussi violemment. Ce que vous auriez dû voir, c'est une gerbe. Les deux faisceaux se collisionnant et projetant tout un tas de particules, un petit peu à la manière des bouts d'imprimante qui ont été éjectés. Et tous ces tas de particules sont créés parce qu'en fait, il y a énormément d'énergie. Ils sont à l'approche de la vitesse de la lumière. Et vous connaissez la formule probablement E égale mc2. Donc, ils ont beaucoup de... Ça, c'est l'énergie, ça, c'est la masse, ça, c'est la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'avec de l'énergie, on peut créer de la masse. Et c'est ce qui se passe quand on collisionne les protons. Paf, ça crée toutes ces autres particules qui ont une masse et qui sont ensuite détectées. Et à partir du résidu de l'explosion, on peut remonter à ce qu'il y avait dans le proton. Comme quand on a éclaté l'imprimante par terre, on peut, en regardant le débris de l'imprimante, remonter un petit peu. Voilà. Donc je suis désolé pour la fin du film qui a été coupée, vous pouvez trouver ça sur YouTube évidemment. Ça, c'est un projet en discussion qui s'appelle le Future Circular Collider, qui est donc une extension, enfin, difficile de parler d'extension vu la taille monumentale de l'engin. C'est un projet de construire un accélérateur de 100 km de circonférence, sur laquelle la stratégie européenne de physique des particules s'est accordée pour choisir comme projet du futur. Maintenant, il faut que ça passe dans toute la moulinette des décideurs politiques et machin et choses. Mais la physique des particules voudrait construire cet objet-là. Donc un tunnel de 100 km de rayon de circonférence, qui passe sous le lac carrément, qui fait le tour de la montagne. Là, on voit même un bout du lac d'Annecy. Et moi, j'habite... avec mon épouse qui est derrière, on habite par ici. Le laboratoire est là, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, peut-être ça sera construit dans le futur. Ça serait une machine qui nous permettrait de sonder les propriétés du boson de Higgs dont vous disiez qu'il était mystérieux. C'est dans ce but-là. C'est le but principal, c'est de comprendre cette particule et ses propriétés qui sont très inhabituelles. Ça, je vais passer. Et ce livre, en fait, pour revenir à ce que je vous disais, ce livre, en fait, a été écrit dans un contexte... Ce n'était pas un livre qui avait pour but la défense de ce que je vais vous dire ensuite, mais c'est écrit dans ce contexte-là. Dans les années 90, aux États-Unis, ils voulaient construire un énorme collisionneur de particules qui aurait été plus grand, plus puissant que celui qu'on a maintenant à Genève, ou qui aurait permis de faire la découverte du boson de Higgs, si je me souviens bien. Et en fait, ce projet a été abandonné au milieu. Ils avaient commencé à creuser le tunnel. Donc là, c'est la carte du truc, c'est au sud de Dallas. Ils ont commencé à creuser le tunnel, ça c'est des vraies photos du tunnel, de la construction. Et d'un coup, il y a eu une coupe budgétaire phénoménale et le truc a été abandonné en plan, laissé en plan. Et donc Weinberg a écrit le livre dans ce contexte-là, pour défendre, en tout cas pour expliquer un petit peu ce que cherchait à faire cette physique théorique, cette physique fondamentale. Et donc, voilà, ça a été... Voilà, et en un sens, à cause ou grâce à ça, le CERN est devenu le centre de la physique des particules expérimentales dans le monde, ce qui est très bien. Donc maintenant, on a parlé de l'infiniment petit, les particules élémentaires, mais en fait, bon, ça nous décrit cette partie-là des échelles. Je vous ai expliqué comment, à partir de ces particules élémentaires, on peut décrire les atomes, les molécules, les machins, trucs, et puis on arrive un petit peu au liquide, ou à la chimie, ou même aux tissus vivants. En fait, les tissus vivants, les cellules, c'est composé à la fin de molécules qui sont elles-mêmes régies par les lois de la chimie, qui sont... Voilà. J'insiste,
c'est pas une vision réductionniste au sens philosophique du terme, c'est pas parce qu'on connaît les lois de la physique des particules qu'on connaît les lois du vivant, ça n'a rien à voir. C'est évident que quand on met les petites molécules ensemble et qu'on obtient un truc aussi complexe que je sais pas, un dauphin, le dauphin n'est pas régi par les lois de la physique des particules, je ne suis pas en train de dire ça. Néanmoins, c'est le même, au niveau fondamental, ce qu'il y aura dans le dauphin, c'est des atomes et ces trucs-là. Maintenant, il y a une partie du graphe de cette image dont on n'a pas parlé, qui est la partie infiniment grande, où il y a la loi de la gravité qui s'exerce. La gravité, c'est le personnage principal et le problème principal auquel les chercheurs qui participent à cette école s'intéressent. Donc, depuis plus d'un siècle maintenant, on sait que la loi de la gravité de Newton est en fait une émanation d'une théorie plus profonde, plus fondamentale, qui s'appelle la relativité générale, qui a été découverte par Einstein en 1915-16, qui stipule que... Attendez, est-ce que j'ai exposé ? Non. Qui stipule que l'attraction universelle, en fait, émane d'un concept plus profond, un petit peu ésotérique, qu'on ne va pas discuter trop maintenant, ce n'est pas la peine, ce n'est pas le but, mais en gros, c'est l'espace-temps qui se courbe, et c'est ça qui génère l'attraction. Donc, on a cette théorie, juste pour dire, on a cette théorie de la relativité générale qui décrit la gravité et la structure de l'espace-temps aux très grandes échelles. Et ça, c'est une théorie qui marche hyper bien pour décrire l'évolution cosmique, les galaxies, jusqu'au Big Bang, tout ça. Voilà. Donc, on a ces deux théories ici et là. Ce qu'on veut, c'est avoir un cadre dans lequel tout marche ensemble. Parce que c'est pas imaginable qu'il y ait une théorie qui décrive un truc, une autre qui décrive l'autre truc, et qu'elles ne se parlent jamais. Et en fait, on a une équation qui marche. C'est la seule équation que je vais vous montrer. Et en fait, j'ai même un petit truc pour vous rassurer. Elle ne doit pas vous faire peur parce qu'à peu de choses près, il manque juste ces deux petits trucs-là, elle rentre sur une tasse. Donc, ok, on parle d'une équation qui rentre sur une tasse, ça va. On va pas, non, on va pas expliquer, on ne va pas rentrer dans le détail des termes qu'il y a dans cette équation. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, cette équation décrit exactement toutes les particules là-dedans et leurs interactions et la partie grande distance, échelle cosmique de la relativité générale, donc de la gravité. Donc on a une équation qui décrit à peu près tous les phénomènes fondamentaux connus. À peu près. Je ne vous parle pas de choses comme la matière noire, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou l'énergie sombre, ou des choses comme ça, qui sont des questions. Ça décrit les trous noirs, sans problème. Juste un seul terme décrit les trous noirs. Ce petit bonhomme-là. Tout seul. Ça décrit les trous noirs, les doigts dans le nez. C'est une grande avance. Bah ouais. En fait, c'est même très intéressant parce que ça a été l'histoire des trous noirs est longue. Donc Einstein écrit les équations de la relativité générale en 1915-16, j'ai un trou de mémoire. Et ensuite, le physicien Karl Schwarzschild, sur le front, au front. Est-ce qu'il était au front? C'est ça, hein? Ouais. Au front, pendant la Première Guerre mondiale, écrit. Et donc Einstein, quand il écrit ces équations, il se dit elles sont tellement compliquées que personne ne pourra jamais trouver de solution. Et Schwarzschild, moins d'un an plus tard, écrit une solution, deux équations d'Einstein, dont on mettra 50 ou 60 ans à comprendre qu'en fait, ce sont les équations qui décrivent les trous noirs. Parce que c'est des équations compliquées, c'est une solution compliquée, il y a des choses de. Voilà. Mais ça a été écrit quasiment immédiatement, c'est la première solution qui a été écrite, à part la solution vide. Oui, donc ça décrit les trous noirs. Et MP et R? Alors, MP, c'est un nombre. Ça décrit juste l'intensité de l'attraction gravitationnelle. R, c'est une quantité mathématique qui est reliée à la courbure de l'espace-temps. Donc, à partir de cet objet-là, on peut décrire les équations, on peut extraire les équations qui décrivent comment l'espace-temps se courbe en fonction de la masse qui est dedans. Donc, évidemment, il faut aller plus. Évidemment, cette équation, en un sens, est condensée. On ne peut pas juste la prendre et écrire R et puis se dire ah ben voilà, non, il faut. Donc, en un sens, évidemment, je triche en vous disant cette équation décrit toute la machin. Mais si vous donnez, en plus de cette équation, vous donnez la façon d'utiliser chacun de ces termes,
vous pouvez décrire les trous noirs, comment ils se tournent autour, comment... Voilà. Et une tasse comme ça, vous pouvez acheter au CERN, je pense encore. Ils la vendent toujours. Ouais, voilà. Voilà. Si vous passez à Genève, vous allez au centre des visiteurs du CERN et vous pourrez acheter cette tasse avec les équations du modèle standard de la physique des particules. Ça s'appelle le modèle standard de la physique des particules. C'est un nom extrêmement ennuyeux par rapport à ce que ça a été comme complétion d'un édifice conceptuel, technique, mathématique tout au long du XXe siècle. Le modèle standard de la physique des particules, ça décrit comment toutes ces particules élémentaires qu'on connaît interagissent entre elles. Donc, cette poignée, ou plutôt cette tasse d'équations, je vous décris la matière microscopique, la lumière, les forces fondamentales, l'électromagnétisme qui est relié à la lumière, les étoiles, les trous noirs, la cosmologie, et c'est presque tout ce qu'on observe. C'est-à-dire tout ce qu'on observe, encore une fois, de manière fondamentale. Ces équations ne décrivent pas comment les poissons se tournent autour. J'espère que j'ai fait ce point, que c'est bien clair. Et c'est donc un succès majeur de la physique du XXe siècle. Petite question. Oui, bien sûr. Une fois que vous avez éclaté toutes les particules, est-ce que vous avez essayé de les rassembler pour obtenir le proton de départ? Bah, en fait, ce qui se passe après la collision qui génère ces gerbes de particules, on récupère les gerbes de particules dans des grosses appareils photo. Donc elles-mêmes, elles se désintègrent et on récupère plus. Bon, on pense que la physique est invariante par une combinaison de principes mathématiques, techniques qui inclut le retour en arrière dans le temps, l'inversion de charge et l'inversion de parité. C'est des mots techniques. Bon. Mais on sait que ce qui se passe dans un sens, ça se passe dans l'autre sens de la même façon. Donc, du point de vue des équations, on a une certitude qu'il n'y a pas... On pourrait reconstruire si on... C'est dans les équations. Voilà. Mais c'est pas vraiment... Parce que dans le choc, en fait, il n'y a rien de perdu. Tout se retrouve. Il y a une conservation de l'énergie, une conservation de la charge électrique totale et ce genre de choses. Il y a des quantités conservées dans le choc, effectivement. Donc, mais bref, je vous répète avec conviction, j'espère que voilà, il y a une. Mais vous vous dites peut-être, c'est quoi cette maison de fous? Je ne suis pas convaincu qu'on a vraiment gagné au change et qu'il y a vraiment une simplicité dans ces histoires. Donc, on va voir que derrière cette diversité de cette quinzaine de particules élémentaires et cette complexité apparente, il y a en fait une profonde simplicité. Et maintenant, on arrive à la rigidité. Ces particules élémentaires, en fait, la façon dont elles interagissent entre elles est extrêmement rigide, beaucoup plus que ce qu'on pourrait l'imaginer, et beaucoup plus que ce que je vais réussir à vous l'expliquer ce soir. On a ces deux principes fondamentaux. La mécanique quantique, qui décrit le monde microscopique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces mots. Je ne vais pas vraiment les expliquer, mais ça décrit le monde microscopique. C'est une théorie sur laquelle, à première vue, c'est très difficile de se faire une intuition parce que les lois changent, les objets peuvent être corrélés à distance. Il y a tout un tas de choses très exotiques qui se passent là-dedans, mais on a une certitude quasi absolue que c'est une loi, un principe fondamental de la nature, que le monde microscopique et, par extension macroscopique, en un sens, évolue en suivant les lois de la mécanique quantique. Ça implique un certain nombre d'axiomes mathématiques qui disent comment les choses certaines choses peuvent se passer. On a ensuite la relativité restreinte, souvent qu'on peut résumer à cette formule E égale mc2, qui va expliquer comment les objets se déplacent à des vitesses très élevées. En l'occurrence, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, ce genre de choses. L'idée, c'est que quand on met ensemble ces deux concepts, ces deux principes, les lois qu'on essaie de décrire, qui doivent satisfaire à la fois la mécanique quantique et la relativité restreinte, il n'y a plus beaucoup d'espace. C'est difficile de satisfaire les deux en même temps. Et c'est ça, en fait, c'est un peu trivial de montrer deux cercles comme ça, mais c'est vraiment ça l'idée générale, c'est que l'intersection entre ces deux questions-là, ces deux concepts-là, la conséquence mathématique de l'intersection de ces deux concepts est très contraignante. Ça implique, et là je suis obligé de vous le dire, je ne peux pas le démontrer, mais ça implique
que les particules élémentaires, elles doivent être simples et elles peuvent être caractérisées seulement par quelques quantités. Leur masse, leur charge, disons leur charge électrique, je simplifie un peu, et une quantité qui s'appelle le spin, qui est une quantité purement quantique, qui grosso modo se relie à la façon dont la particule peut tourner sur elle-même. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous expliquer ce que c'est. Vous avez sûrement entendu des exposés peut-être de mécanique quantique sur l'intrication ou des choses comme ça. Si vous êtes l'intrication quantique, voilà, donc là il faut intriquer des spins entre eux. C'est la version quantique de ce qui s'appelle le moment angulaire, qui est la façon dont les objets tournent sur eux-mêmes. Et dans le monde quantique, les objets peuvent tourner sur eux-mêmes de façon plus exotique que juste comme une poterie sur un tour de potier, ou je sais pas. Donc, on a ce que les particules élémentaires peuvent être caractérisées que par ces objets, ces quantités, la masse, la charge, le spin. En plus, le spin est ce qu'on s'appelle quantifié. Donc, sur un tour de potier ou sur un 33 tours, on peut varier la vitesse de manière continue. On peut le faire tourner plus vite ou moins vite, ça va accélérer ou décélérer la musique. Dans le monde quantique, les objets peuvent tourner sur eux-mêmes, dans ce sens quantique, qu'à des vitesses très spécifiques, des entiers, 0, 1 demi, 1 ou des demi-entiers, 3 demi, 2, etc. C'est une propriété complètement inhabituelle, très contre-intuitive. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire mieux que vous demander de me croire sur ce fait, mais voilà. Donc on a cette simplicité, on a juste la masse, la charge, le spin. Les particules élémentaires ne peuvent pas être des petits cubes, ne peuvent pas être des petits dominos, ne peuvent pas être des petits beignets. Et en plus de ça, on a que les interactions sont fixées, rigides. Donc là, je vais parler un peu plus précisément de ce que je veux dire par là. Donc déjà, on revient au zoo, à notre zoo. En fait, il n'est pas si compliqué que ça. Il y a plein de particules, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Toute la gauche, là, c'est la matière. Toute la droite, c'est les forces. Okay. Donc on a déjà deux classes de particules. C'est un peu moins, voilà. Et maintenant, si on avait regardé un peu plus précisément les petits chiffres qui sont là, on aurait vu en prime que tous ces trucs-là, c'est spin 1,5, donc sont caractérisés par ce truc, spin 1,5. Ça, c'est tous de spin 1, ça, c'est spin 0, et en un sens, la gravité, c'est un objet qui est de spin 2. Bon, on s'en fiche de pourquoi et comment. L'important, c'est qu'en fait, on a grosso modo seulement 4 classes de particules là-dedans. Okay, donc on a déjà bien restreint la complexité de départ à de 15 particules à juste... Et la seule chose qui caractérise cette classe, à part leur masse, c'est leur spin. Et en fait, le spin, c'est la quantité essentielle là-dedans. Et les lois de la nature, si x, y et z ici, ce n'est pas des nombres. Mettons, j'avais la flemme de refaire les petits blobs là. Mais ok, imaginons c'est des petits blobs, n'importe lequel de ces blobs-là. Donc évidemment, ils ne peuvent pas tous interagir entre eux, les blobs. Il y a des lois un petit peu... Voilà. Mais grosso modo... Les lois de la nature, donc comment ces particules interagissent entre elles, c'est donné par une formule mathématique hyper simple, qui tient pour le coup vraiment juste en un terme. Alors évidemment, il faudrait expliquer ce que ça veut dire, les crochets, les machins, pourquoi 3, pourquoi J, pourquoi... C'est une façon de comprendre, de relier la vitesse à laquelle la particule arrive et la façon dont elle est en train de tourner sur elle-même à la façon dont elle va entrer en contact avec l'autre particule, sa vitesse, la façon dont elle tourne sur elle-même, et ce qui va en résulter à la sortie. C'est la puissance 3 ? Ouais, il y a une puissance 3, oui. Vous inquiétez pas pour la puissance 3, c'est pas très grave. L'important à la rigueur, c'est le J qui est ici. Le J, c'est le spin. Voilà, la puissance J, c'est le spin. J comme S. Eh ouais, si le spin vaut 0, ça vaut 1, exactement. Il n'y a pas de dépendance dans... C'est une conséquence exactement. Si le spin vaut 0, ça vaut 1. Il n'y a pas de dépendance dans la vitesse des particules qui sont en train d'arriver. Et donc, voilà, en fait... Ah bah, vous avez vraiment l'œil. Spin 0, c'est le boson de Higgs. Ouais. Et c'est le seul... Et c'est pour ça que les physiciens étaient... très excité, en fait, c'est la première particule scalaire comme ça qu'on découvre, qui se voit élémentaire. Et donc, les particules scalaires, elles subissent elles sont plus sujettes au monde quantique, aux fluctuations quantiques, que les autres particules. Le photon, par exemple, il est protégé des fluctuations quantiques par certains mécanismes. Le boson de Higgs, il n'est pas protégé du monde quantique. Et en fait, donc, on ne comprend pas exactement pourquoi il n'est pas trop affecté par le monde quantique.
il est là au milieu et puis il a l'air assez stable. C'est comme si on avait découvert un truc en équilibre. C'est comme si on se baladait dans la nature et qu'on avait découvert une espèce de petite formation, une vasque. Voilà, il y avait des vasques, là, il y a de l'eau. Et là, il y a une pierre parfaitement ronde en équilibre sur le sommet de la vasque et elle tient là. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Alors, c'est spectaculairement mauvais comme image parce que le boson de Higgs, il est littéralement ici. Mais il y a quelque chose dans la masse, dans la raison pour laquelle sa propriété, sa légèreté, etc., il y a quelque chose de très curieux qui a l'air de suggérer qu'il y a quelque chose de plus qui devrait se passer. C'était quoi l'origine? Parce que je ne me rappelle plus, je l'ai lu, mais c'était quoi l'origine du boson de Higgs? C'était pour pallier un manque quelque part? Moi, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. C'était pour... donc, avant qu'on ait le boson de Higgs, on avait ces particules-là, et on savait que les interactions entre certaines de ces particules allaient forcément violer la mécanique quantique, allaient forcément violer les lois de la mécanique quantique. Donc il devait se passer quelque chose pour éviter que les lois de la mécanique quantique soient violées. Et voilà. Et c'est relié à aussi un concept de brisure de symétrie. Donc peut-être vous avez des physiciens qui ont été suffisamment audacieux pour essayer d'en parler. Je ne sais pas ce soir. Mais c'est une particule qui est à l'intersection de plusieurs concepts extrêmement beaux et puissants de la physique des particules. Mais une des choses qui interroge les physiciens, c'est pourquoi il a la masse qu'il a, pourquoi il est là et pas ailleurs, et pourquoi il n'est pas trop affecté par les fluctuations du monde quantique. Et c'est pour ça qu'on veut construire cette grosse machine pour comprendre ça. Ok, pardon ? On va l'appeler boson de Higgs-Engler. Merci, effectivement. Dont François Englert est décédé tout récemment. C'est une particule qui était prédite pas seulement par le physicien Peter Higgs, mais aussi par François Englert et Robert Brout. Et François Englert, effectivement, est décédé il y a quelques semaines, c'est ça ? Ouais, une semaine. Donc voilà, on a cette rigidité, et en fait, si jamais on essaye de dire, en fait, je voudrais que mes particules elles interagissent un peu différemment, et qu'on bricole un truc, on va forcément briser, et de manière quasiment immédiate et extrêmement violente, les lois de la mécanique quantique ou de la relativité, et donner lieu à des phénomènes qui devraient être visibles immédiatement, comme des choses qui vont plus vite que la lumière, ou des choses, des choses qui ont vraiment aucun sens. Par exemple, on va regarder un petit exemple. Donc, ce qui est fixé, c'est la façon dont ces particules interagissent entre elles. Ce qui n'est pas fixé, c'est qu'il peut y avoir peut-être un nombre là devant. Okay, ce qui n'est pas fixé, c'est les valeurs numériques, les masses, les intensités des interactions, certaines constantes. Mais la façon dont ces trucs-là interagissent, la façon dont les vitesses, etc., rentrent dans cette combinaison-là, ça c'est complètement fixé. Donc ça, c'est ce que j'essaie de dire là-dedans. Maintenant, on va essayer d'inventer une loi, et c'est quelque chose que les physiciens ont fait, que Fermi, le physicien Fermi, a fait pour décrire la radioactivité, et notamment la façon dont le neutron se désintègre. Donc là, ce qu'on voit, c'est un neutron qui se désintègre en un proton, un électron, une particule qui s'appelle un neutrino. Un neutrino électronique, en l'occurrence, effectivement, merci. Il y a des experts dans la salle. Je vais devoir faire attention à ce que je dis, en plus d'avoir mes collègues au dernier rang qui surveillent. Alors, donc si on écrit cette interaction-là, elle marche pour décrire une partie de la radioactivité, mais en fait, on se rend compte que si on va aux trop petites distances, elle va violer les lois de la mécanique quantique. Donc il doit se passer quelque chose. Ce point-là, il doit se passer quelque chose. Ce n'est pas juste un point. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en fait, ce n'est pas un point, c'est juste qu'on ne regardait pas d'assez près. Si on regardait d'assez près, on verrait un objet qui s'appelle un boson, W, un boson vecteur, qui était un des bonhommes dans le zoo, qui en fait est échangé comme ça sur une très petite distance pendant un temps très court, mais c'est juste qu'à l'époque de Fermi, on ne pouvait pas voir, on n'avait pas la résolution pour voir ce qui se passait. Mais on savait que cette théorie allait donner lieu à un problème. Donc ensuite on a découvert dans les années 80 l'existence de ces bosons vecteurs W et Z qui expliquent donc cette désintégration du neutron et donc une partie de la radioactivité. On ne peut pas bricoler les lois, inventer des trucs, ça va en général donner lieu à des... Bon, ça c'est pas du bricolage, ça a un sens de physique. Fermi, c'était pas un bricoleur, évidemment. Ça a un sens, mais c'était pour vous donner un exemple qui soit pas complètement... Parce que c'est difficile d'inventer des exemples de choses qui ont vraiment aucun sens et d'en tirer voilà, un peu de jus.
Mais ça illustre quand même cette idée que les lois fondamentales, si on ne suit pas les lois fondamentales bien comme il faut, on va violer la mécanique quantique. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler de pourquoi le ciel est bleu. Bon, alors ok, on va parler de pourquoi le ciel est bleu, qui est une chose qu'en Corse n'étonne personne. Peut-être en Bretagne c'est plus une question, mais en Corse le ciel est bleu. Donc, la lumière blanche, c'est pas une couleur, le blanc, c'est une superposition de toutes les couleurs, du rouge à l'indigo. Et on peut voir ça quand on les fait passer dans un prisme. Vous avez sûrement tous déjà vu ça, ou dans un arc-en-ciel, qui est un genre de gros prisme avec les petites gouttelettes d'eau. La lumière, par contre, il existe des lumières colorées qui ont une seule, qui sont caractérisées par un seul nombre, qui s'appelle leur longueur d'onde ou leur fréquence. Donc la lumière bleue, c'est une petite onde de lumière qui oscille avec une période courte. Puis plus on va vers le rouge, plus la période, la longueur d'onde de ces petites ondes de lumière grandit. Et plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie est élevée, réciproquement. C'est-à-dire, par exemple, si on dépasse le bleu et qu'on va vers le violet et les ultraviolets, d'accord, on monte comme ça, on a de plus en plus d'énergie. C'est pour ça que les ultraviolets, c'est dangereux pour la peau, parce que ça a beaucoup d'énergie, ça abîme l'ADN, etc. Il faut mettre de la crème. On a eu une petite révolte des étudiants qui voulaient changer le planning de l'école parce que, effectivement, c'est vrai, en milieu d'après-midi, il fait trop chaud pour se baigner. Mais bon, voilà, il faut se baigner le soir. Alors, donc, pourquoi ça se passe comme ça? Là, il va falloir s'accrocher un petit peu. On va essayer d'expliquer quelque chose pour de vrai, pour une fois. Je ne vais pas juste vous asséner des vérités. Donc, le soleil, ici, il émet de la lumière blanche. Et ce dessin magnifique représente, donc là on a la lumière blanche qui est donc la décomposition de la lumière blanche qui est en fait donc la superposition de toutes ces différentes longueurs d'onde, ces différentes couleurs. Ça c'est une molécule de l'atmosphère, donc l'atmosphère est composée majoritairement d'azote, d'oxygène. Quand la lumière arrive là-dessus, elle va exciter par la lumière, donc c'est des photons. Okay. Dans l'azote, dans l'oxygène, il y a des particules qui ont une charge électrique, il y a l'électron, il y a des protons. Et quand la lumière arrive là-dessus, elle va interagir, les photons, par les petites règles que je vous ai données avant. Les photons vont interagir avec les électrons. Et les électrons vont se mettre à bouger, les charges vont se mettre à bouger. Et en bougeant, ensuite, elles vont rayonner à nouveau de la lumière. Et ce rayonnement de lumière, cette diffusion, va être plus efficace. Et ça, on peut le calculer avec l'équation, le chiffre que je vous avais, la petite formule qui était au tableau, là, avec le 3, le J, machin. On peut calculer que la lumière réémise dans le bleu par ces petites charges qui vont être activées va être 10 fois plus intense que la lumière réémise par le rouge. Donc ce que ça veut dire, c'est que le bleu, suivons indépendamment chacun de ces petits trucs-là. Le bleu, il va exciter les charges là-dedans et il va être réémis par l'atome dans toutes les directions. Le rouge, 10 fois moins. Il va 10 fois moins exciter les charges et il va être beaucoup moins réémis. C'est-à-dire qu'il va continuer, en fait, parce qu'il va être conservé, il ne va pas juste se dissiper. Donc il va grosso modo continuer en ligne droite. Pareil un peu pour le jaune et le vert, mais c'est des cas un petit peu intermédiaires. Mais majoritairement, le bleu est réémis beaucoup plus fort, diffusé beaucoup plus fort. Ça s'appelle la diffusion de Rayleigh. Ça dépend des propriétés du gaz, ok. Sur Mars, c'est différent. Il y a de la poussière plus que de l'atmosphère, c'est plus fin, machin. Mais donc sur Terre, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est une conséquence directe de ces lois fondamentales. Donc je triche un peu parce qu'en fait, on avait compris des choses comme ça bien avant la découverte du modèle standard de la physique des particules. Mais le modèle standard de la physique des particules nous donne ces lois-là. Et à partir de ces lois-là, on peut aller dans l'autre sens et comprendre que c'est une conséquence de ces choses-là. Donc, maintenant, comment on voit que le ciel est bleu à partir de ça? Donc ça, c'est le soleil toujours, ça c'est l'atmosphère avec toutes les petites particules de gaz. Je vais sortir du champ de la caméra, voilà, parce que j'ai pas envie de... Voilà. Donc quand la lumière émise, ça c'est l'atmosphère, quand la lumière émise par le soleil tape les particules les molécules d'air, d'azote, d'oxygène, le bleu est émis dans toutes les directions et le rouge et le jaune et le vert continuent en ligne droite. Okay. Donc nous là, sur Terre, en bas, ce qu'on voit,
ce qu'on voit si on ne regarde pas le soleil tout droit, parce qu'en plus, voilà, c'est pas très malin, c'est ces rayons bleus qui proviennent de là. Okay, parce que le rouge a continué en ligne droite, alors que tout le reste du gaz a rayonné vers nous en bleu. Donc si le soleil est là et que je regarde là, je vois le bleu qui a été émis par toutes les autres particules. Donc le ciel apparaît bleu, parce que le rouge a continué et il s'est perdu. Et nous, ce qu'on voit, c'est le bleu qui a rebondi, c'est vraiment pas le bon mot, mais qui a été diffusé sur ces particules, sur l'atmosphère. Est-ce que c'est un peu clair ? Et par contre, le soleil qui, depuis l'espace, apparaît blanc, sur Terre apparaît plutôt jaunâtre, jaune, pardon, pas du tout jaunâtre, jaune parce que le bleu, entre-temps, s'est un petit peu dissipé. Donc la lumière a été un petit peu vidée de son bleu, il reste plutôt du jaune, du rouge, du vert, et ça apparaît jaune plutôt. Voilà. Le ciel bleu, c'est un phénomène émergent, parce que ça dépend de la qualité des molécules dans l'atmosphère, enfin ça dépend des propriétés des molécules dans l'atmosphère, machin. Mais ça provient, le mécanisme, cette diffusion de Rayleigh, qui explique pourquoi le bleu est diffusé 10 fois plus que le rouge, ça provient, in fine, des lois fondamentales de l'électromagnétisme, qui sont la façon dont les photons interagissent avec les charges, qui sont donc décrites par cette espèce de petit trigramme là que je vous ai montré. Sur Mars ou dans les villes polluées, le ciel n'est pas bleu, il est rougeâtre par exemple, parce que la poussière, il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère et ça agit différemment. D'autres gaz ont des propriétés différentes. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est un cas un petit peu facile, pas facile, mais un cas où on peut tracer. C'est pas comme les poissons où on va avoir du mal à décrire le mouvement des poissons avec les lois de la physique des particules. Là, on peut arriver à décrire pourquoi le ciel est bleu en étant partie, grosso modo, des lois de la physique des particules. Voilà. Donc, on va maintenant s'intéresser à la gravité dans la deuxième partie de l'exposé, puisque vous aviez tous prévu 2 heures, n'est-ce pas ? Je plaisante, ça ira beaucoup plus vite. Donc, on a vu que les lois de la physique des particules, je vous l'ai dit, en tout cas, sont rigides, car elles doivent être construites en respectant en même temps la mécanique quantique et la relativité restreinte. Et c'est deux formalismes très mathématiques, les deux. Et quand on les met ensemble, il n'y a plus beaucoup de choix. Et donc la façon dont on fait ces petits trigrammes est fixée. Ça permet de comprendre en principe le comportement d'objets plus gros, plus complexes, comme la couleur du ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la gravité ? Okay, on a décrit ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Donc, la relativité générale dit l'espace-temps réagit à l'énergie, à la masse, hein, c'est la même chose, énergie et masse, et ça génère comme ça la force de gravité. Donc c'est une vision imagée de pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce que le Soleil courbe l'espace-temps et cette courbure génère la gravité. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique ? C'est ça la question. Okay ? Si au lieu d'avoir la Terre et le Soleil, on a des électrons, forcément il y a aussi encore une interaction gravitationnelle qui doit marcher, d'accord ? Et pour se poser cette question-là, en fait, il ne se passe rien, quasiment rien, parce que les électrons sont très très légers, donc la force de gravité agit quasiment pas sur eux. Donc a priori, pas de problème avec la gravité et les électrons. On n'a pas besoin de se poser la question de la gravité pour ça. On a besoin de se poser la question de la gravité pour des questions plus extrêmes, qui impliquent le comportement de l'espace-temps au niveau quantique, vraiment aux échelles les plus infinitésimales. La partie tout à droite de la règle que je vous ai montrée, c'est la frontière conceptuelle à laquelle les physiciens qui participent à cette école essaye de s'attaquer depuis maintenant un certain temps. Un siècle, je sais pas. Et pour ça, en fait, on va utiliser les trous noirs, voilà, on y arrive, qui sont donc les astres les plus denses de l'univers, c'est les restes d'étoiles. Là, on voit une image comme tirée du film Interstellar. Les étoiles en fin de vie, quand elles ont brûlé tout leur combustible, le combustible chauffe, donc le gaz se dilate, ça c'est le Soleil. Quand il n'y a plus de combustible, le gaz s'écrase et quand il atteint la densité qu'il faut, il forme ce qui s'appelle un trou noir, qui est un objet tellement dense qu'on ne peut pas s'en échapper. Okay ? Sur la Terre, on peut s'en échapper en mettant assez de puissance sur une fusée. Si on se place à la surface du trou noir, sur l'horizon des événements, c'est un mot un peu barbare, mais si on se place à la surface du trou noir, c'est l'endroit où on ne peut pas s'échapper, peu importe la quantité. Et si on est à l'intérieur du trou noir, voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on va considérer là des trous noirs théoriques de petite taille comme expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est comme on ne peut pas faire des trous noirs, on aimerait bien, mais on ne peut pas. Non, on aimerait bien, ça paraît dangereux.
Pour faire un trou noir en l'ordre de grandeur, pour faire un trou noir en laboratoire, il faudrait un accélérateur qui fera à peu près la taille de la galaxie. Donc rassurez-vous, pas de physicien va créer un trou noir d'ici demain. Donc on va voir ce qui se passe avec des petits trous noirs. Donc je vous l'ai dit, le collisionneur de particules, plus on met d'énergie, plus on sonde des distances petites, parce que plus on explose les trucs et donc plus on peut voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Okay, donc on va aller de plus en plus petit. Et il y a un moment en fait où on sonde une distance tellement petite, on a tellement d'énergie que nos deux particules, théoriquement, dans notre tête, elles créent un trou noir, parce qu'il y a tellement de masse dans tellement peu d'espace, c'est comme quand le gaz de l'étoile s'est effondré, on crée un trou noir microscopique. Et cette taille-là, c'est la taille ici. Donc à cette distance-là, quand on est à cette distance-là de petitesse, on crée un trou noir, et le trou noir nous cache ce qu'il y a dedans, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le trou noir. Donc le trou noir nous cache la structure de l'espace-temps à cette taille-là. C'est pour ça qu'on a une limite fondamentale de taille ici. C'est un argument de pensée qui est dû au physicien Leonard Susskind. C'est cette distance qu'on appelle l'échelle de Planck, ou la distance de Planck. Ça nous cache la structure de l'espace-temps parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les trous noirs. Et pour savoir ce qu'il y a dans ces trous noirs microscopiques, il nous faudrait une théorie de la gravité quantique. On y arrive. La gravité quantique, c'est une théorie qui devrait décrire les distances les plus petites, mais pas que, aussi les événements les plus extrêmes, comme le Big Bang lui-même, l'intérieur des trous noirs, on espère, l'espace-temps quantique, je mets des guillemets parce que personne ne sait ce que ça veut dire vraiment. C'est notre frontière de la connaissance. Et un candidat pour comprendre la gravité quantique, auquel les physiciens de cette école s'intéressent, c'est la théorie des cordes. Dans les 2 minutes qui restent, un petit cours sur la théorie des cordes. Donc, juste un point de détail amusant, c'est une théorie qui a été découverte par hasard par le physicien Gabriele Veneziano en 1968. Il cherchait à comprendre autre chose. Il cherchait à mélanger les principes de la mécanique quantique et de la relativité pour décrire les forces à l'intérieur du noyau atomique. Et il a écrit une formule, un petit peu comme la formule que je vous ai écrite tout à l'heure, mais plus compliquée. Et il s'est dit, ouais, ça marche bien. Et en fait, on s'est rendu compte après que c'était pas juste ça marche bien, ça décrivait un truc qui avait rien à voir, ça décrivait aussi la gravité. Donc la théorie des cordes a vraiment été découverte par hasard. C'est des choses qui arrivent en science, ça s'appelle la sérendipité. Mais des physiciens ensuite ont réussi à réaliser que ce n'était pas une théorie juste inutile parce qu'elle ne décrivait pas exactement le noyau atomique. Elle avait du potentiel parce qu'elle décrivait la gravité quantique. Et donc c'est comme ça que ça s'est développé et voilà. C'est aujourd'hui un vaste domaine de recherche et hyper actif dans le monde entier. Et c'est un formalisme d'une richesse mathématique qui est, en fait, on ne sait même pas à quel point c'est profond. On ne sait même pas à quel point cette théorie est profonde. Voilà, on découvre. Comme on l'a découvert en avance, trop tôt, on n'a pas vraiment les outils mathématiques qu'il nous faut, donc on est obligé de tout développer un peu en même temps. Et on ne sait pas où on en est du stade de compréhension de cette théorie. Peut-être, on espère qu'on n'est pas comme si les Grecs avaient découvert la mécanique quantique, parce qu'il aurait fallu 2 millénaires pour arriver à en faire quelque chose. Mais on ne peut pas savoir. On espère qu'on fait des progrès, on avance. Mais jusqu'à quel point c'est profond, jusqu'à quel point c'est, on ne sait pas. Donc c'est assez mystérieux. Une photo de Veneziano autour du lac d'Annecy. Et la théorie des boucles? La théorie des boucles, on en parlera à la fin. J'essaie de finir et puis ensuite on commence une discussion. Donc, pour dire simple, grosso modo, la théorie des cordes, ça unifie toutes ces bestioles-là en un seul objet, et la façon dont la corde vibre décrit tel ou tel objet. D'accord ? Ça décrit ce qui est curieux, ce qui est intéressant, ça décrit la gravité quantique de manière obligatoire. Ce que les gens au début voyaient comme un inconvénient parce qu'ils voulaient que la théorie des cordes décrive juste l'intérieur du noyau atomique. Ils ne voulaient pas de la gravité. Ils disaient, c'est bizarre. Obligatoire, ça veut dire il y a forcément de la gravité. On ne peut pas enlever la gravité de la théorie des cordes. Je ne peux pas vous expliquer vraiment pourquoi, mais en gros, si vous voulez, les particules élémentaires, c'est des objets c'est des cordes qui sont fermées, ouvertes, et la gravité, c'est une corde fermée, et les cordes, elles sont obligées de pouvoir s'attacher entre elles, donc on ne peut pas enlever la gravité de la théorie des cordes. C'est dedans, et ça se matérialise sous la forme d'un objet qui s'appelle le graviton. C'est théorique, c'est tout à fait théorique. Il n'y a rien qui n'est pas théorique, là. Les particules, Attendez. On va avancer un petit peu, attendez. La question justement est de savoir... Alors là, j'ai une petite analogie amusante, je vais me permettre de prendre quelques minutes en plus. Imaginons qu'on a été sur Vénus plutôt. Donc Vénus, c'est une planète où il ne fait pas bon vivre, hein, il fait chaud, l'atmosphère est 400 degrés,
Ici, c'est tranquille, la canicule, ça va. L'atmosphère est remplie d'acide sulfurique, on n'y voit rien, c'est jaune. Voilà. Donc si on était des Vénusiens, on se baladerait sur le sol et on ne verrait jamais l'espace, on ne se poserait pas trop la question de la relativité générale, comment les galaxies, parce qu'on n'aurait jamais vu une galaxie. Mais par contre, on ferait peut-être de la physique des particules pour se protéger de l'acide sulfurique de l'atmosphère ou je sais pas quoi. Et en faisant la physique des particules, on aurait peut-être découvert, on aurait essayé de comprendre la propriété du noyau atomique, on aurait peut-être découvert la théorie des cordes, et la théorie des cordes nous aurait dit, la gravité, en fait, c'est pas juste ce que tu croyais, c'est une théorie plus compliquée. Ça aurait été amusant, et donc le physicien vénusien Gabriele Venuziano aurait découvert la gravité à la suite de ça. Nous, ça s'est passé dans l'autre sens. On a d'abord découvert la relativité parce que Einstein était particulièrement obsédé par ça. C'est curieux d'ailleurs parce qu'il a découvert ça sans qu'il y ait vraiment de besoin expérimental. Il n'y avait pas d'expérience qui demandait à une nouvelle théorie, quasiment pas. Il s'est juste dit, ok, j'ai un principe mathématique, je vais aller jusqu'au bout de ce truc-là et voir ce que ça donne, et ça lui a donné la bonne théorie. Donc c'est une heuristique qui marche. Pendant un siècle, allez, j'exagère, pendant 60 ans, les gens se sont dit la relativité générale d'Einstein, c'est théorique, ça vaut rien. On sait maintenant que c'est une des théories les plus remarquables de toute l'histoire. Voilà. Donc là, je suis en train de conclure. Est-ce que la théorie des cordes est une théorie parmi d'autres, ou bien est-ce que de la même façon que la cohérence de ces deux principes mathématiques entre eux fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour les interactions fondamentales entre les particules, est-ce que quand on rajoute la gravité, est-ce qu'il se pourrait que quand on met ces trois principes ensemble, en fait, l'intersection est réduite à un point? Donc mathématiquement, il n'y a pas le choix. C'est une possibilité, on ne sait pas. Je vais conclure là-dessus. Donc les lois fondamentales de la physique sont incroyablement contraintes, beaucoup plus que ce qu'on pouvait l'imaginer. C'est ce qu'on a découvert au fur et à mesure du XXe siècle. On ne peut pas déformer un petit peu sans risquer de briser tout cet édifice très complexe. La gravité et la physique des particules, pour l'instant, elles semblent extrêmement difficiles à faire coïncider. Mathématiquement, il y a des raisons profondes pour lesquelles c'est difficile d'arriver à faire tout ça en même temps. Cette union de ces trois choses-là. On a plein de raisons, on sait beaucoup de raisons de savoir. On a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est très complexe à réaliser. On pourrait imaginer que la théorie des cordes soit l'unique possibilité mathématique de faire ces choses-là en même temps, de la même façon que cet édifice de la physique des particules est un petit peu modulo les masses, les machins, les trucs, modulo les détails. Il y a cette rigidité ici qu'on a observée. Est-ce qu'il y a une rigidité encore plus forte à cet endroit-là? On ne sait pas si c'est vrai, c'est une possibilité fascinante. Peut-être que la cohérence mathématique laisse beaucoup moins de choix qu'on le pense pour comprendre la gravité quantique. Voilà, et je vais finir là-dessus. Merci.